Bonjour et bon matin, de retour au Centre NAD à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien ce matin, Montréal? Très bien, j'aime ça, monsieur est là et il répond en mangeant un muffin sur son téléphone. Yeah, I like it. Il va très bien. Alors, mon nom est Armand Camille de la société Titanfall. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de partager cette super conférence incontournable pour Montréal. Alors, évidemment, sous la thématique de l'intelligence collective, nous avons traité plusieurs sujets. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité. Nous venons d'avoir Fedra Cluner qui nous a présenté la grande conférence de ce matin. Et on passe tout de suite à un panel sur la cybersécurité où on va on va parler de la loi 25 et de la confidentialité des nouveaux horizons pour les entreprises et les citoyens. Alors, on va tout de suite et dans quelques instants présenter les panélistes. Juste avant, encore une fois, est-ce qu'il y en a qui viennent de se joindre à nous aujourd'hui à MTL Connect qui n'étaient pas là avant? Peut-être lever la main. Bonjour, bienvenue à MTL Connect. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à l'extérieur des conférences, des panels, etc., il y a d'autres expériences à vivre à l'intérieur du Centre NAD. On a 3 étages d'expérience, 6e, 7e, 8e. Et juste à l'étage, vous avez 2 belles expériences que je vous recommande. L'expérience D-Box, qui est une technologie québécoise où on a des chaises avec du haptic feedback. On a des expériences immersives de contenu, incluant la relaxation. Si vous voulez prendre 2 minutes pour relaxer, je vous le recommande fortement. J'y suis été, je suis parti. C'était vraiment, vraiment nice. Je vous le recommande. Et également, à l'entrée du 6e étage, il y a une autre expérience immersive, audiovisuelle, tactile, gratuite, qui fait partie de votre expérience. 5 minutes environ. Allez la voir. C'est une création originale. C'est comme entre une œuvre d'art et une expérience. Ça vaut la peine d'aller la voir. Alors, est-ce que je peux compter sur vous d'aller voir ces 2 activations-là? Ah, j'aime ça, une audience, un public qui réagit. Vous êtes participatif. I like that. Bon, alors sans plus tarder, j'aimerais inviter les panélistes. Je vais les inviter et ensuite ils vont venir me rejoindre sur scène et ils vont se présenter avec un peu plus de détails. Alors, j'invite tout de suite Nicolas Quintin de GLM Conseil, Élodie Meyer de Cyberlex, Natacha Boivin du cabinet Terrien Couture Jolicoeur et notre modérateur, Jean-Philippe Descaries-Mathieu, consultant en cyber. On les accueille. Testing, testing. Parfait, ça fonctionne. Génial. Hey, merci tout le monde. Merci d'être venu à cette table ronde-là, parce qu'on va appeler ça un panel de discussion, puis on en parlait juste avant, quel format on utilise, puis je pense que le flow était naturel parmi nous pour transformer ça en discussion plus pépée puis plus informelle. Je vais me présenter rapidement. Jean-Philippe Descaries-Mathieu, je suis spécialiste en cybersécurité depuis maintenant à peu près 22 ans. J'ai fait beaucoup de jobs techniques. J'ai été administrateur de système, développeur. J'ai géré un centre d'opération de sécurité. J'ai fait beaucoup de réponses aux incidents forensics, etc. J'ai travaillé en TI, en cybersécurité et en gestion. Et là, je suis consultant à mon compte. Alors, ça, c'est moi. Merci d'applaudir. Voilà. Merci. Wow, OK, je ne m'attendais pas vraiment pas à ça. Vous auriez pu muer, honnêtement. Je vais vous présenter les membres de mon panel. Commencer par ce qui est en ordre d'ici dans ma feuille, parce que pour pas que ce soit trop compliqué, celui qui est à votre droite, Nicolas Quintin, développement des affaires, GLM Conseil. Peut-être une petite présentation rapide? Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent avec nous. Nicolas Quintin, je suis partner chez JLM Conseil. Auparavant, depuis toujours pas mal investisseur en technologie de l'information. J'ai eu une boîte où est-ce qu'on était éditeur ERP et intégrateur. Par la suite, quelques mandats à mon compte. Puis chez JLM, on a une trentaine d'employés. Ce qu'on a comme mission, dans le fond, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprise à relever le défi de croissance avec force à l'ère du numérique. Donc, on accompagne principalement 80% des entreprises manufacturières à faire des plans de transformation numérique. Et le tout n'est pas de faire un plan. Je pense qu'on va en parler aussi durant le panel sur la loi 25. Oui, de faire un plan, faire un premier projet, c'est bon, mais rendre ça périn dans le temps, exécuter le plan puis le rendre périn, c'est là qu'on agit avec les entreprises. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. Merci. Merci, Nicolas. On applaudit aussi, Nicolas. Vous êtes gentil, mais ce n'était pas nécessaire. Attendez à la fin, voir. Maître Natacha Boivin. Présentation. Bonjour tout le monde.
Alors, Natacha Boivin, je suis associée chez Terrien Couture Jolicoeur, groupe TCJ. Je suis en charge de l'équipe de gouvernance des données, technologie de l'information. Je dirige cette équipe depuis à peu près 1 an et on s'occupe à temps plein d'accompagner les entreprises, les organisations dans la conformité à la loi 25. Alors, c'est surtout par le biais de formation et de documentation. On va en parler tantôt. Le principe de documenter, c'est très, très important pour la loi 25. Alors voilà, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On applaudit! Ouais. Merci. Et last but not least, Maître Élodie Meyer. Bonjour tout le monde, donc Élodie Meyer. Moi aussi, je suis avocate. J'ai fondé le cabinet Cyberlex il y a à peu près 1 an maintenant. On se spécialise en droit des technologies, donc le croisement entre la conformité juridique et la cybersécurité, avec un aspect vraiment axé finalement sur l'opérationnalisation de concepts juridiques qui doivent être mis en place en entreprise, qui ne parlent pas beaucoup aux entreprises ou aux entrepreneurs. Et donc, nous, on les accompagne finalement pour vulgariser les obligations de la loi, mais également se conformer à cette loi. Merci. Merci. Je ne vous ferai pas applaudir aux 2 minutes, inquiétez-vous pas. Loi 25, bon, évidemment, refonte totale de la législation sur les données personnelles au Québec. J'estime que la majorité d'entre vous est au moins un peu familier avec cette loi-là. On a un segment sur la compréhension de la loi en tant que telle. Par contre, ce que j'aimerais, avant qu'on commence, j'aimerais quand même avoir saisi ma crowd, comme on dit en bon français. Est-ce que, à main levée, sentez-vous libre de lever la main, là, mais à main levée, est-ce qu'il y a plus des gens plus techniques dans la salle qui travaillent plus au niveau technique? Non? Oui? Quelques personnes. Est-ce qu'il y a des gestionnaires dans la salle? Et je vous demanderais de sortir immédiatement. Non, c'est une blague. OK. Moi, c'est à vous que je vais m'adresser, là. Ben, c'est bon, parce que là, on a une idée de qui on a, parce que ça nous permet de nous orienter aussi un peu sur au niveau de comment on break les segments. Ce que je ne veux pas faire, c'est commencer quand quelqu'un commence à parler un truc qui passe par-dessus la tête de toute la foule, mais on a une foule quand même bigarrée ici, fait que c'est bien. Le segment numéro 1 dans lequel on voulait parler, c'est vraiment la compréhension en tant que telle de la loi 25. Oui, ça fait à peu près un an que les dispositions sont entrées en action, techniquement parlant, de la loi. Mais je demanderais peut-être à Maître Natacha Boivin de m'expliquer brièvement la loi 25, qu'est-ce que ça implique au niveau de la protection des données personnelles au Québec en tant que tel, concrètement? Oui, concrètement. Tu parles d'entrée en vigueur. Vous en avez entendu parler dans les médias, mais la loi 25, elle entre en vigueur en 3 phases. Il y a une partie qui est entrée en vigueur en 2022, donc en septembre 2022, et qui concernait déjà la nomination d'un responsable de la protection des renseignements personnels puis la gestion des incidents de confidentialité. Ça, c'est en vigueur depuis 1 an. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont rien fait à cet égard-là, donc il y a un rattrapage d'un an à faire sur ces 2 aspects-là. Mais le 22 septembre dernier, ça fait quand même pas mal un battage médiatique. Hein? On n'en entend pas beaucoup parler. Ce n'est pas pour rien qu'on est ici aujourd'hui. C'est parce qu'il y a la majorité des éléments de la loi qui sont entrés en vigueur, dont particulièrement ce qui attire l'attention, c'est les sanctions qui sont possibles de la Commission d'accès à l'information, puis ça fait peur aux gens, ces sanctions-là. Sachez que même s'il y a des sanctions importantes, il reste que la Commission d'accès a maintes fois réitéré qu'elle n'avait pas l'intention d'emblée de sanctionner les entreprises, elle avait plutôt l'intention de les éduquer, de leur donner des outils pour se conformer à la loi. Donc, il y a ça. Ce qui rentre en vigueur, donc, c'est surtout, puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la nécessité pour les entreprises d'avoir un plan de gouvernance. Okay? Puis ça, c'est large, ça semble assez diffus comme concept, là, le plan de gouvernance, mais c'est de réfléchir et de mettre par écrit ce qu'on va faire avec les renseignements personnels et ce qu'on va faire de façon à ce que les gens qui nous les confient, ces renseignements personnels-là, le sachent et puissent donner leur consentement. Le consentement, c'est central dans la question de la gouvernance. Et ce plan de gouvernance-là, pour le préparer, c'est comme un gros éléphant. C'est ça que je dis, moi, c'est un éléphant qui doit se manger à petites bouchées, donc il faut y aller étape par étape. Alors, c'est plusieurs grands principes. Pour terminer en 2 secondes, ce qu'il faut retenir de la loi 25, puis je pense que la meilleure façon de s'en rappeler, c'est qu'il y a plusieurs grands principes. Le principe de nécessité. Hein, on ne recueille que des renseignements personnels qui sont nécessaires pour les fins pour lesquelles on les recueille et on ne peut pas non plus les utiliser pour d'autres fins
sans avoir un consentement explicite. Et ça, cette notion de consentement-là, donc, est centrale. Et il y a la sécurité. On est là en sécurité. On doit sécuriser les renseignements personnels qu'on recueille pendant le temps où on les a recueillis, puis on les utilise. Il y a la communication aussi des renseignements personnels à des tiers. Ça, c'est un excellent en fait, un point de vue très, très important. La notion d'évaluation des facteurs de la vie privée qu'on doit prendre en compte quand on transfère des renseignements personnels à l'extérieur du Québec ou vers un tiers, ou quand on change de fournisseur de services qui traite nos renseignements personnels dans l'entreprise. Alors, voyez-vous, il y a plusieurs choses. Il y a l'exactitude aussi, puis les droits d'accès des gens à ce que vous avez recueilli comme renseignement. Donc, plein de petites choses. La meilleure façon de s'y prendre, c'est par étapes, puis on va y revenir un peu plus tard. Merci. Nicolas, je pense que tu quelque chose à dire? Je pense que ça résume très bien les fondements à haut niveau. Puis le point qu'on peut peut-être rajouter, c'est que n'importe quelle organisation, entreprise, puis je m'informais même, j'ai l'opportunité d'être avec 2 avocates, là, c'est génial au niveau de la loi d'avoir les exactitudes, mais même une association étudiante serait assujettie à se conformer à ces lois-là. Donc, ça touche vraiment tout le monde, puis c'est vraiment au niveau des informations de la vie privée d'une personne, non pas d'une entreprise, c'est vraiment au niveau des renseignements privés. Je vais faire l'avocat du diable parce qu'on en parlait à l'extérieur de la porte il y a 5 minutes de ça exactement. Est-ce que c'est bien le cas dans le cas de l'exemple de l'association étudiante, ne serait-ce plus l'avocat du diable, est-ce que ce ne serait pas plutôt l'institution académique qui serait imputable au niveau de la loi 25 et non pas l'association étudiante? Je laisserai mes 2 consoeurs répondre à ça. Vous mouillez légalement sur ce sujet très précis. C'est intéressant parce qu'on se pose souvent la question, suis-je assujetti à la loi 25? Et la réalité, c'est que toute entreprise privée, publique, à but lucratif ou à but non lucratif, est assujettie. La notion d'entreprise, ça implique une activité qui est économique, mais pas nécessairement à but lucratif. Ce que ça peut vouloir dire, c'est de rendre des services qui ne sont pas rémunérés. Alors, une association étudiante qui collecte des renseignements personnels pour les fins de ses activités d'association, un syndicat, exactement, aussi c'est la même chose, qui représente les employés, ce sont toutes des organisations qui sont assujetties à la loi, alors quelle que soit la taille, ce qui est différent des lois qu'on va retrouver, par exemple, en Californie, où est-ce que c'est des grandes entreprises qui sont visées, alors qu'au Québec, quelle que soit la taille, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que les petites entreprises collectent énormément de renseignements personnels et sont très, très vulnérables parce que mal protégées. Oui, j'ajouterais peut-être, en fait, donc on a parlé des différents types d'entreprises, mais on parle aussi des travailleurs autonomes. Là, un travailleur autonome qui collecterait des données personnelles serait assujetti également aux dispositions de la loi 25. Là où, effectivement, toutes les entreprises, peu importe leur taille, sont concernées par la loi, on vient quand même ajouter une petite nuance qui est de dire que finalement, ça doit être proportionnel. Les mesures qu'on prend doivent être proportionnelles à la nature des activités et la sensibilité des données qu'on collecte. Donc, c'est sûr qu'une petite PME qui collecte énormément de données personnelles, des pièces d'identité ou des données de santé, par exemple, même s'il y a 2-3 employés, va avoir des obligations assez élevées, quand même un seuil de conformité pas mal plus élevé que cette autre PME qui va faire, par exemple, juste du B2B. Ses clients sont uniquement d'autres entreprises, donc très peu de données personnelles collectées. Et là, dans ce cas-là, bon, mais le seuil pour se considérer conforme d'un point de vue de raisonnabilité, de proportionnalité est plus bas. Par contre, là où il faut toujours rester conscient, c'est que même si on fait on rend des services ou on vend des choses aux entreprises, on a presque toujours des employés également à l'interne, le travailleur autonome pas concerné, mais dès lors qu'on a des employés, on a les renseignements personnels de nos employés et donc l'obligation de les protéger de manière conforme à la loi. Qu'est-ce qui a changé par rapport à maintenant, oui, on a la loi 25 active, si on veut, en guillemets, depuis 1 an et quelques. Par rapport à ça, puis on en parlait encore juste avant, on parlait des cyberassureurs pré-loi 25. C'est quoi la différence entre ce qu'il y avait jadis pré-loi 25 puis maintenant loi 25 au niveau des dispositions? Qu'est-ce qui est, au niveau des entreprises puis des organisations, comment que ça les impacte, comment ça change par rapport à ce qu'il y avait avant puis maintenant par rapport à ce qu'il y a maintenant?
Plusieurs bouts à la question. Je vais commencer par l'aspect comme juridique, légal, si on veut. En fait, la loi 25 n'est pas une toute nouvelle loi qui sort de nulle part. Là, c'est une loi qui est venue amender une loi existante en matière de protection des renseignements personnels. Donc, les entreprises avaient déjà des obligations. À mon sens, là, une des raisons principales pour lesquelles cette loi on ne se conformait pas suffisamment, c'est que les sanctions n'étaient pas assez élevées. Beaucoup d'entreprises se rendaient compte que finalement, de faire ce qu'il y avait à faire pour se conformer à cette loi-là leur coûterait plus cher que de prendre le risque d'attendre qu'on vienne leur taper sur les doigts pour une non-conformité. Le bout des sanctions, ça a vraiment eu un impact sur comme le côté incitatif vis-à-vis des entreprises pour s'y conformer. Après, il y a tout ce qui est la validité ou les critères relatifs au consentement qui ont changé. Auparavant, il fallait déjà obtenir le consentement des personnes pour collecter et utiliser leurs données à certains égards. Mais aujourd'hui, on est venu ajouter finalement des critères à ce qui rend ce consentement-là valide, et on veut forcer les entreprises à être beaucoup plus transparents, en fait, avec les personnes. Donc, c'est de dire que pour obtenir un consentement, il faut fournir de l'information dans des termes simples et clairs, il faut obtenir des consentements éclairés, manifestes, à des fins spécifiques. Tout ça, c'est des éléments qui n'existaient pas et qui font que, finalement, des politiques de confidentialité de 200 pages qu'on retrouvait sur des sites web auparavant ne sont plus acceptables, ne sont plus considérées conformes au sens de la loi. Il faut faire ça beaucoup plus succinct et beaucoup plus Accessible au commun des mortels. Ouais. C'est pas tout le monde qui est avocat là, pour lire ces différents documents-là. et précis, effectivement. Mais si tu veux, Ouais, c'est ça. La politique de confidentialité, souvent les gens nous consultent sur ça. Ah, j'ai besoin d'une politique de confidentialité, peux-tu m'aider, peux-tu la réviser? Mais c'est la petite pointe de l'iceberg des choses à faire dans la conformité à la loi 25. C'est la manifestation extérieure de ce que tu vas mettre disponible pour tes clients, pour les gens qui interagissent avec ton entreprise, pour leur dire ce que tu fais. Okay, comme entreprise, avec leurs renseignements, comment tu t'organises, comment tu les collectes, pourquoi tu les collectes, combien de temps tu vas les garder, pour quelle fin. Cette politique-là, elle n'est pas du one size fits all, vous me permettrez l'anglicisme. Tu ne peux pas prendre un modèle de politique de confidentialité sur le web et dire je vais le mettre sur mon site. Ça ne fonctionne pas parce qu'il faut qu'elle soit adaptée concrètement à ce que tu fais dans ton entreprise. Puis il faut donc que tu saches qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise. Alors, avant de faire une politique de confidentialité, il faut que tu mettes d'autres politiques internes en place. Tu me parlais de cyberassureurs. Je vais juste sauter un peu sur cette question. Sachez que pour se faire assurer en assurance cyber, les assureurs demandaient, avant l'entrée en vigueur de la loi 25, que les entreprises aient un plan de gouvernance, aient une sécurité de l'information mise en place. Okay? Et ça ne touchait pas juste les renseignements personnels, ça touchait aussi tous les renseignements confidentiels de l'entreprise qu'on veut aussi protéger. Okay? Ce que la loi est venue faire, c'est donner je vais le dire, je vais utiliser le mot opportunité. Elle est venue donner l'opportunité et le coup de pied que les entreprises avaient besoin de recevoir pour se conformer, non pas juste pour réussir à être assuré par un cyberassureur et partager le risque avec lui, mais parce que la loi l'impose et arrive avec des sanctions. Ça prend malheureusement un bâton parfois pour faire bouger les entreprises, mais c'est une occasion parce que les risques sont très grands d'avoir des incidents de confidentialité. Les deux autres points principaux là, qui, pour moi, sont des nouvelles additions de la loi 25 qui sont importantes de mentionner, qui rejoignent les éléments de gouvernance également, c'est la nomination du responsable de la protection des renseignements personnels. Ça fait déjà plus d'1 an que ce bout-là était obligatoire. Et si vous n'avez pas nommé un responsable de la protection des renseignements personnels, c'est d'office la plus haute autorité dans l'entreprise. Donc, si vous êtes la personne qui a la plus haute autorité dans votre entreprise et que vous ne voulez pas garder cette responsabilité entre vos mains, vous devez déléguer cette fonction, mais vous devez aussi, en tant que dirigeant, vous devez fournir finalement les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de cette loi-là au sein de votre entreprise. Donc, si vous déléguez la fonction à un responsable, vous devez quand même permettre à ce responsable d'avoir ce qu'il faut en termes de budget et de personnel pour être capable de mettre en œuvre la loi. Le deuxième gros bout qui est nouveau, c'est au niveau de la gestion des incidents de confidentialité. On en a parlé un petit peu, mais c'est de dire que maintenant, les entreprises ont des obligations dès lors qu'ils sont victimes d'un incident de confidentialité. Et un incident de confidentialité, c'est beaucoup plus large que que la définition qu'on peut penser là, d'emblée de base. Ça inclut
ça va aussi loin que d'inclure la transmission, par exemple, erronée de renseignements personnels à une autre personne. Donc, si vous avez un employé qui est censé communiquer avec un de vos clients, puis lui transmettre des données, puis qui il se trompe de personne, qu'il envoie de l'information sur Paul à Pierre, bien ça, c'est un incident de confidentialité. Donc, vous avez dès lors des obligations légales d'évaluation du risque et, après un certain seuil, certaines obligations de notification de signalement. Tout ça, c'est un nouveau régime, mais il faut savoir comment le traiter, il faut savoir comment être capable de faire ces évaluations-là pour savoir est-ce que mes autres obligations légales s'appliquent ou pas. Mais en amont, d'être capable d'identifier qu'est-ce qu'un incident de confidentialité demeure extrêmement important. Là, on a parlé beaucoup de requis, puis ce qu'il faut faire. Puis là, tu sais, je me mets dans la peau d'un entrepreneur qui est comme le seul employé de son entreprise. Il est comme, une autre affaire. Là. Ceci dit, peut-être, Nicolas, tu peux nous en parler un peu, les défis auxquels les entreprises font face, puis comment ils peuvent tirer leur épingle du jeu par rapport à la loi. Pour pas que ça soit vu comme juste une lourdeur administrative et légale, mais carrément transformer quelque chose qui peut être vu négativement comme positivement. Bien, c'est un excellent point. Je pense que vous nous avez super bien expliqué les ramifications à 30 000 pieds d'altitude de la loi dans ses détails. Puis, je pense que le défi de l'entrepreneuriat, ça va être de prendre quelque chose qui peut sembler comme un mal nécessaire. Tu sais, vous nous l'avez dit tantôt, c'est le gouvernement qui a mis un coup de bâton. Il y a beaucoup de business que sur leur site web, dans les valeurs de l'entreprise, on retrouve transparence, par exemple. Bien, des valeurs, c'est ce qui va dicter nos comportements au day-to-day, puis je pense que la transparence, ça rejoint l'essence de la loi 25, donc il faut l'appliquer. Puis la grande question que plusieurs gens se posent lorsqu'on fait des plans de transformation numérique, puis qu'on parle de la loi 25, qui est une des composantes. Tu sais, il y a 7 péchés capitaux dans la transformation numérique qu'il ne faut pas faire. Un de ces 7-là, je ne les énumérerai pas tous, mais c'est de négliger la cybersécurité. Puis la loi 25 vient faire partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand, qu'on va appeler la culture numérique en entreprise. Je vais élaborer un peu sur le sujet après, mais la grande question, c'est de dire comment est-ce que je peux transformer un mal nécessaire en un élément de productivité dans mon entreprise, puis un élément qui va créer de la valeur pour mes clients. Un autre des 7 péchés capitaux de la transformation numérique, c'est de négliger l'expérience client. Donc, la loi 25 vient pousser les entreprises à mieux gérer la donnée qu'elle a sur ses clients, quand on parle au niveau privé, mais en gérant mieux la donnée, comment est-ce que je peux augmenter mon effet Disney que j'ai chez mon client? Comment est-ce que je peux mieux le servir? Comment est-ce que je peux faire autrement que d'y demander par courriel, par exemple, des informations sur son permis de conduire? Où est-ce que je vais retrouver nécessairement plusieurs informations sensibles? Comment est-ce que je peux avoir une expérience numérique beaucoup plus, sécuritaire, qui répond aux normes de la loi 25, puis 2, qui va créer plus de valeur pour mon client? On y reviendra tantôt, mais il y a moyen d'être créatif, d'être à l'ère d'aujourd'hui, puis de créer quelque chose de plus beau qu'un simple mal nécessaire pour se conformer. Puis le dernier point que je veux ajouter là-dessus, je pense qu'il y a une grande différence entre un projet puis un changement de culture en entreprise. Puis je pense que c'est ça que nos entreprises au Québec, un peu partout, ont besoin. On a beaucoup d'entreprises qui existent depuis 20, 30, 40 ans, où est-ce qu'on fait les choses en ayant des paradigmes en tête depuis toujours la même chose. Puis ce qu'on tente souvent, c'est d'accélérer ce qu'on fait de plus en plus. Mais avec des nouvelles lois comme ça, avec des nouveaux outils, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire les choses autrement pour créer plus de valeur avec les outils d'aujourd'hui à l'ère du numérique? Fait qu'une loi 25 vient supporter puis inciter les gens à faire les choses autrement. Fait que ça c'est clé. Puis quand on fait un projet de loi 25, on peut l'appeler un projet. Faire affaire avec des firmes d'avocats, entre autres, est vraiment une bonne chose pour se faire un premier checklist. On a, tu sais, c'est Plan Do Check Act, là, fait qu'on y va, puis on se fait un premier checklist, mais le grand défi pour les entreprises ne sera pas le premier, peut-être 8 mois puis 1 an à mettre ça en place. Ça va être comment est-ce que je fais pour opérationnaliser au sein de ma culture d'entreprise la considération cybersécurité qui vient à être renforcée avec la loi 25. Comment est-ce que je peux faire en sorte que mes gestionnaires dans mon entreprise, au travers du système de gestion qu'ils mettent avec leurs employés, continuent à inciter les gens à être soucieux de la cybersécurité? Comment est-ce que je vais continuer à former les gens? Comment est-ce que je vais susciter l'engagement? Donc, il y a plusieurs questions à se poser, puis je pense que ça va faire partie de la culture numérique des entreprises qui se doit d'être mis en place pour que ça soit périn dans le temps, ce qu'on fait au niveau de la loi 25. Voulez-vous un exemple concret de quelque chose qu'on peut faire positivement qui va avoir un effet wow Disney? OK?
J'aimerais ça. Je vais vous en donner un exemple. L'utilisation des courriels, Nicolette en a parlé, l'utilisation des courriels très répandue dans le milieu des affaires. Pensez au registraire des entreprises cette année qui demande le bénéficiaire ultime et vous envoyez vos pièces d'identité à vos professionnels pour les mettre sur le registraire d'entreprise par courriel. OK? Ça, c'est une carte postale, un courriel. Hein? C'est très, très dangereux d'envoyer des renseignements sensibles par courriel. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que dans le cadre de votre réflexion dans vos politiques, vous allez mettre des politiques de sécurité de l'information en vigueur. OK? Ça, c'est un des aspects de la loi 25. Politique de sécurité de l'information. Bon. Dans votre politique de sécurité de l'information, comment vos employés doivent-ils transiger, transmettre les renseignements personnels et les recevoir? Utilisez des plateformes de partage avec vos clients, avec vos employés qui permettent de déposer les renseignements personnels dans un environnement sécurisé plutôt que de les transiger par courriel. La plateforme de partage avec vos clients, ça, c'est quelque chose qui est d'abord sécuritaire, intéressant. Tout le monde sait qu'est-ce que vous avez reçu, qu'est-ce que vous avez envoyé dans un même environnement. On ne cherche pas, c'est dans quel courriel, quand est-ce que j'ai envoyé ça, je l'ai reçu ou je ne l'ai pas reçu. Bref, ça fait l'affaire de tout le monde, c'est sécuritaire, puis vous avez un des aspects de sécurité de la loi 25 qui est couvert par ça. Si ça peut être mis en place, c'est un quick win, comme on dit. Puis ça permet aux clients aussi de retourner, consulter les documents. Ça peut être collaboratif aussi comme document avec le client. Donc, les échanges par courriel, les limiter autant que possible. Et c'est un élément différenciateur positif au niveau de, je pense, que je suis un client, je fais affaire avec une entreprise qui me demande pas de m'envoyer mon numéro d'assurance sociale par email, là, mais qui va dire voici un drop zone, un Dropbox sécuritaire, envoyez vos données là-dessus, j'utilise, mettons, Proton Drive ou peu importe, où là, ça donne du sérieux. On parle on parlait des impacts ces entreprises. C'est pas obligé d'être une lourdeur. Là. Ça peut transformer quelque chose de négatif en positif. Je pense que c'est un pas pire exemple de ça. Ceci dit, je me ferai l'avocat du diable parce que là, on dit, bon, OK, on n'est pas obligé de collecter l'ensemble des données sur des personnes. On peut s'en tenir au strict minimum pour répondre à la loi 25. On évolue dans un système économique qui favorise la récolte massive de données. Parce que, si tu le disais tantôt, Nicolas, c'est l'or blanc, nouvel or blanc. Oui. Bon. Comment on marie cette dissonance cognitive-là de dire, d'un point de vue légal, il faut collecter le moins de choses possible, puis le sécuriser, puis être en mesure de savoir qu'est-ce qu'on a, versus, là, on a un gros incitatif de collecter un maximum de données parce que je vois qu'en tant que chef d'entreprise que j'ai peut-être un side hustle comme développer un large language model comme le prochain concurrent à ChatGPT qui est basé sur le big data en tant que tel. Fait comment on marie ces deux éléments-là en restant légalement viable puis en étant compétitif au niveau financier? Je laisserai mes consoeurs répondre en premier sur l'élément légal, mais ce que je veux rajouter sur ta question, c'est le fait que ça ne va faire que s'accélérer au fil du temps. Les attentes des consommateurs au day-to-day sont que l'intelligence artificielle va être là pour les supporter. On a juste à les commander comme on le fait sûrement tous sur Amazon, puis avoir des recommandations de produits. Tu as acheté lui, tu devrais acheter celui-là, et ainsi de suite. La collecte du big data ne fait que débuter et va s'accélérer. Donc, c'est encore plus important de considérer les ramifications de la loi 25 puis de la confidentialité des données en lien avec cette collecte massive-là d'informations qui s'accélère. Là. Il y a même des PME qui le font à l'heure actuelle, là, dans des belles stratégies de plan de transformation qu'on accompagne à le faire. C'est plus juste des Amazones de ce monde. Fait que peut-être que je vous laisserai répondre plus au niveau légal de comment traiter cette donnée-là. Bien, je pense que c'est important, dans un premier temps, en fait, de trouver la balance, finalement, entre la conformité juridique et les besoins d'affaires de l'entreprise. C'est sûr qu'on a parlé de critères de nécessité, puis c'est de dire, bien, on ne va pas collecter des données dont on n'a pas besoin, et ce serait bien d'éviter de collecter des données pour peut-être que j'en aurais besoin plus tard à un moment donné. Aujourd'hui, il y a quand même certaines notions dans la loi qui, dans un premier temps, nous empêcheraient de faire ça, mais il y a d'autres éléments qui nous permettraient finalement de le faire, mais de manière plus conforme. Les consentements,
on est toujours capable d'aller obtenir le consentement des personnes. Donc, si notre intention est de faire ça à un moment donné, de feeder l'information dans du machine learning ou dans un modèle de compréhension de langage, on est dans des situations où on peut demander le consentement des personnes avant de mettre leurs informations dans ce modèle-là. Puis c'est ce qu'on devrait faire. Ensuite, il ne faut pas oublier que la loi 25, elle concerne juste les renseignements personnels, pas toute donnée confidentielle d'une entreprise. Donc, on est dans une situation où ce serait aussi de se poser la question, est-ce que j'ai réellement besoin de renseignements personnels pour nourrir mon modèle? Est-ce que je peux utiliser juste de l'information qui peut être par ailleurs confidentielle, mais qui ne soit pas des renseignements personnels qui identifient directement ou indirectement des personnes? On peut se poser des questions sur des processus d'anonymisation, mais ça, c'est encore un autre gros bout à mâcher, là, parce que pour l'instant, les processus d'anonymisation ne sont pas, parfaits. sont pas parfaits, sont pas au niveau. Mais c'est de dire qu'à la fin de la journée, il faut faire quand même cette balance entre la conformité juridique et le besoin d'affaires. Et que de dire, ben oui, non, moi, je pense qu'à un moment donné, j'en aurais peut-être besoin, mais légalement, ça ne fonctionne pas et il faut changer les mentalités. On a parlé beaucoup de formation, de sensibilisation, de changement de mentalité, puis ça fait partie de mentalité qu'il faut changer. D'avoir de l'information dont on n'a pas besoin, ça augmente notre risque. Si on est victime d'une cyberattaque et qu'on a ces données-là alors qu'on n'en a pas besoin puis qu'on ne devrait pas les avoir, notre risque, il vient d'augmenter énormément. Alors que si on se dit, ben non, moi je me limite à collecter, utiliser et conserver uniquement ce dont j'ai besoin pour des raisons légitimes d'affaires, à ce moment-là, je réduis mon risque à ce que j'ai réellement besoin. Je trouve la balance entre le juridique et les affaires. Mais c'est fou quand même. Hein? Il y en a qui vont se mettre à risque avec quelque chose qui n'est même pas un élément de création de valeur pour leur entreprise. Fait que oui, collecter seulement les données essentielles, allez-y. Puis je pense que ce que tu viens de dire, ça rentre dans les concepts d'hygiène numérique. C'est un terme que j'adore employer, qu'on utilise, ça fait partie de la culture numérique. Mais dans l'hygiène numérique, avoir les choses seulement qui sont essentielles, qu'elles soient bien classées. Tu sais, je fais beaucoup de parallèles souvent entre la cybersécurité et les éléments de qualité en entreprise. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont déjà entendu parler d'un 5S, ça va être quoi? Je pense qu'au niveau de l'hygiène numérique, c'est les mêmes principes de base qui doivent être mis en place, mais pour tout ce qui est dématérialisé. Depuis toujours, on fait un 5S avec ce qu'on a sur le bureau et ainsi de suite, mais le même 5S peut être utilisé avec nos données digitales au niveau du numérique, ou lorsqu'on vit dans un monde où est-ce que tout est dématérialisé. Pas tout, mais beaucoup de choses essentiellement. Juste d'apprendre, d'avoir une réflexion quand on décide de collecter des renseignements personnels, sur la nécessité, oui. Mais à partir du moment où on a eu cette réflexion, qu'on a mis cette réflexion-là sur papier, hein, on l'a matérialisé, après ça, on va prendre des mesures de sécurité accrues pour protéger les renseignements personnels sensibles, peut-être qu'on a choisi de collecter pour des raisons légitimes. La loi ne nous interdit pas de le faire. Elle dit simplement, voulez-vous y penser, s'il vous plaît, quand vous le faites? C'est ça la différence. On s'entend que l'update de la loi 25, là, en fait, la loi 25 en tant que telle, qui est une mise à jour d'une loi existante, le timing est spécifique à post-événement de fuite de sécurité de Desjardins, là, on va se le dire. Officieusement, c'est ça, mais on salue les gens de Desjardins dans la salle, d'ailleurs. Qui s'inscrit dans l'ère du temps aussi, parce qu'en Union européenne, il y a le règlement général sur la protection des données qui est rentré en action le 2018, je crois. À quoi? Parce que puis là, je le sens, moi, dans mes trucs de consultation avec les entreprises, il y a un gros stress avec la loi 25 présentement. Personne n'est prêt, tout le monde est comme, ils ont la peur que le gouvernement vienne cogner à leur porte. Pour dire t'as pas fait due diligence, tu fais pas tes affaires correctement, voici une sanction pénale assez lourde. À quoi qu'on peut s'attendre, sachant que cette loi-là est en action depuis 1 an déjà, que le règlement général sur la protection des données, qui semble avoir inspiré en partie du moins cette loi-là, à quoi les entreprises et les organisations peuvent s'attendre, mettons, dans la prochaine année, au niveau soit des sanctions ou ce qu'ils doivent faire, ou ce qui réalistement qui risque d'arriver. Parce que là, je vois beaucoup, je le sens là, chez les organisations, c'est le stress. Mais concrètement, et on revient à l'esprit de la loi, c'est quoi le but de cette loi-là? À quoi qu'on peut s'attendre spécifiquement pour la prochaine année, on va dire, pour les entreprises? Donc, au niveau, peut-être je vais commencer avec au niveau de la Commission d'accès à l'information. C'est donc l'organisme qui est en charge finalement de la mise en œuvre de l'application de la loi 25. Il y a plusieurs éléments qui font que
la Commission, en fait, n'a pas beaucoup plus de ressources qu'elle avait avant l'adoption de la loi 25. Et avant l'adoption de la loi 25, avait déjà du mal à faire respecter la loi sur la protection des renseignements personnels telle qu'elle existait. C'est sûr que jour 1 ou demain matin, il n'y a pas la Commission d'accès à l'information qui va débarquer dans les entreprises, dans les PME. Toc, 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 voici 25 millions de dollars d'amende parce que tu n'es pas conforme. Ça, c'est absolument, ça n'arrivera absolument pas. Est-ce que tu peux nous donner les montants d'amende, justement? Tu mentionnes, ça serait intéressant pour les gens de... Oui, oui, absolument. Donc, il y a deux régimes de sanctions, finalement. Il y a les sanctions administratives qui seront le plus élevées de 10 millions de dollars ou 2 du chiffre d'affaires mondial. Et il y a les sanctions pénales qui, elles, seront le plus élevées de 25 millions de dollars ou 4 du chiffre d'affaires mondial. C'est sûr que c'est des plafonds, évidemment. Là. La Commission ne viendra pas mettre ce genre de montant-là d'emblée au premier jour, mais c'est les sommes maximales, finalement, auxquelles les entreprises s'exposent en termes de sanctions. Mais la première année, même, il n'y aura pas de sanctions pécuniaires ou monétaires. Ce n'est pas officiellement écrit dans le texte de loi de cette manière-là, mais la compréhension générale, c'est de dire que la Commission va vouloir que les entreprises se conforment, va vouloir les accompagner finalement dans cette conformité, va leur demander d'avoir des plans d'action, de savoir où est-ce que vous vous en allez. Est-ce que vous êtes en train de prendre ça au sérieux? Est-ce que vous êtes en train d'adresser la gouvernance interne de vos données? Est-ce que vous êtes en train de documenter vos processus? Est-ce que vous êtes en train de faire des choses comme la gestion des accès au niveau de vos employés là, qui vont dans le sens de se conformer à la loi? Si oui, très bien, et on va vous laisser tranquille au début. Dans 5 ou dans 10 ans, si vous en êtes encore à ce stade-là, c'est une autre histoire, là, mais la première année, les 2 premières années, on en sera là pas mal. Voulez-vous un exemple concret de comment ça peut se passer? À mon avis, il y a 2 possibilités là, à court terme où est-ce que vous pourriez avoir la Commission d'accès à l'information dans les pattes. OK? La première possibilité, c'est que vous subissez une cyberattaque ou vous avez un incident de confidentialité suffisamment grave qui nécessite que vous fassiez un avis à la Commission d'accès à l'information. D'accord? Si ça se produit, la Commission d'accès va entrer dans votre entreprise parce qu'elle va en être informée et là, va vous poser des questions, va vous demander de démontrer votre diligence, va vous demander de rendre des comptes et si vous ne vous conformez pas, si vous ne collaborez pas, si vous êtes négligent, vous faites preuve d'incurie, elle va potentiellement sanctionner, ça peut se produire. Première possibilité. Deuxième possibilité, s'il y a une plainte. Parce que là, les personnes concernées actuellement sont en mesure de faire des plaintes. Quelqu'un qui estime avoir été victime d'un incident qui la concerne ou qui constate que l'entreprise n'agit pas de façon conforme à la loi 25 pourrait loger une plainte anonyme à la Commission d'accès à l'information et elle pourrait encore là arriver avec sa loupe et débarquer chez vous. Ça, on va voir comment les gens vont se conformer, on va voir comment vont agir en fait les personnes concernées. Vont-elles commencer à faire des plaintes de façon répétitive? Puis il faut faire attention, hein, parce qu'il y a des gens malveillants qui peuvent faire des plaintes pour nuire. Vous savez, ça existe dans l'univers. Et là, vous pourriez vous retrouver à avoir la loupe de la commission d'accès. Bon, va-t-elle vous sanctionner automatiquement? Non. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous mettre en action pour être capable de démontrer votre diligence puis que vous avez commencé à travailler quelque chose. J'adore ta réponse parce que je m'en allais dans le même sens. Ce que vous pouvez être certain, c'est que ça va arriver des incidents au Québec. Tu sais, on en parlait un petit peu aussi avant le panel. Là. Il y a des incidents. On écoute des podcasts qui roulent à chaque semaine sur la cybersécurité et autres, et des incidents arrivent à tous les jours. Partout au monde, ça arrive au Québec. Donc, de ne pas se conformer tout de suite, tu sais, je suis désolé de l'anglicisme, mais rather be safe than sorry. Donc, ceux qui ne se seront pas conformés lorsque l'incident va arriver, dites-vous que ça va coûter beaucoup plus cher pour l'entreprise. Puis pas seulement pour les amendes qui sont en jeu, qui sont des montants quand même assez astronomiques. Là, pour une entreprise, perdre 2 ou 4 du chiffre d'affaires du jour au lendemain, tu sais, quand on a des marges nettes dans nos belles entreprises qui vont varier des fois de 5 jusqu'à peut-être 15 t'en perds un 2 du chiffre d'affaires, tu t'en rappelles, assez solide. Mais non seulement ça, mais une fuite de données, une perte, du crypto-locking, des choses comme ça qui t'empêchent d'opérer ton entreprise pendant un mois. Moi, personnellement, j'ai eu 4 clients l'année passée qui ont eu à vivre ça. Je parle souvent aussi du concept en entreprise, soit manufacturier, dites-vous que 2,7 y a-t-il des entreprises manufacturières ici? S'il y en avait, il y en a peut-être en ligne présentement, on ne sait pas, 2,7 de votre revenu brut devrait être investi en technologie de l'information.
C'est hyper important pour ne pas générer ce que j'appelle une dette technologique. Quand on arrive dans une entreprise, mettre en place des prérequis de la loi 25 lorsqu'on n'a pas les actifs numériques en place, qu'on n'a rien de setupé au niveau des serveurs, qu'on n'a pas de logiciel ERP qui se tient, que tout est sur Excel disponible, lorsqu'on n'a pas la culture numérique, lorsqu'on n'investit pas assez, bien, on se met drôlement à risque. Donc, pour les entreprises manufacturières, une partie de ce 2,7 % devrait être mis en cybersécurité, c'est certain. Puis s'il y en a qui sont dans les entreprises de services, ce que Gartner nous dit, les Computer 2000 de ce monde, c'est qu'environ 4,8 % du coût de la main-d'œuvre, c'est souvent le plus gros terrain de jeu dans l'état des résultats d'une compagnie de services, 4,8 % devrait être investi en technologie de l'information, puis une bonne partie de ce budget-là qui devrait être mis en amont au niveau de la cybersécurité. Fait que ce qu'on peut s'attendre, c'est des entreprises québécoises à qui ça va arriver, des incidents. Puis selon moi, puis ça, je pense que vous êtes mieux placés, mesdames, pour le dire. Je ne pense pas qu'il va y avoir de sanctions au début de la part du gouvernement, mais là où ça va faire mal, c'est sur l'état des résultats des entreprises. C'est une perte d'activité, peut-être une perte potentielle de clients. Fait que je pense que c'est plus là que ça va faire mal. Bien, en fait, c'est une parfaite conclusion maintenant que j'ai plus de temps. Mais pour de vrai, ça va arriver une fuite de données. Je pense que ça, je suis en cybersécurité depuis 22 ans, puis c'est pas si ça va arriver. Il faut comprendre qu'une majorité des attaques, des fuites de données sont automatisées maintenant. C'est plus une question de « moi, je suis trop petit, ça m'arrivera pas » ou « ci ou ça ». Ça va arriver. Est-ce que vous êtes prêts quand ça va arriver? Puis il faut voir la loi 25 comme une manière excusez l'anglicisme, de vous empowerer, d'empowerer les organisations et les entreprises à être prêts pour ça. Il faut transformer le négatif en positif. Et non seulement on est correct d'un point de vue légal, mais en plus, on utilise ça comme levier pour se protéger et être prêt quand ça va arriver, pas si ça va arriver. Merci à mes intervenants, Nicolas Quintin, associé au développement des affaires GLM Conseil. Merci à Maître Natacha Boivin, associée au cabinet Terrien Couture Jolicoeur. Merci, Maître Élodie Meilleur, associée au cabinet Cyberlex. Merci. Bonne main d'applaudissements pour tout le monde. Merci à vous d'avoir bien écouté. Et je ne sais pas si on a le temps. Oui, on a le temps pour une séance de questions et réponses. Monsieur avec la main levée. Moi j'avais une question par rapport, vous avez dit tout à l'heure, on le sait sans le dire, que c'est par rapport à l'incident qu'il y a eu avec Desjardins, qu'on a ce genre de loi qui arrive très vite par la suite. Moi, si Desjardins me disait que ils ont telle information sur moi et que j'accepte le cookie, ça n'empêchera pas les deux employés de voler les données à la fin. Ça, j'ai du mal à comprendre comment... Enfin, l'impact réel qu'il y a là-dessus, parce que de toute façon, je vais accepter parce que je dois utiliser ce service-là en ligne. Donc, je comprends pas vraiment. Enfin, je comprends que ça permet à du monde d'être conscient de ce qui est là, mais dans les faits, le facteur humain, parce que c'est quand même 90%, il me semble, des problèmes de sécurité, c'est des employés qui sont peut-être au RH ou qui sont pas très concernés par la sécurité informatique, et quelqu'un les appelle, leur dit ouais, je suis directeur IT chez Desjardins. Puis du coup, j'ai besoin de vos accès. La personne donne parce qu'elle n'est pas consciente. Est-ce que cet argent-là qui est mis dans cette loi, qui est mis dans ces facteurs-là, serait pas mieux d'être mis dans de la formation globale pour tout le monde? Un n'empêche pas l'autre. Je pense que tu réponds un petit peu à la question en la posant. Fait que j'adore ton concept. Je vous laisserai peut-être répondre si vous voulez, mais je vais renchérir avec un point par la suite. La clé, puis une des obligations de la loi 25, c'est justement d'informer les employés, informer les entreprises et la haute direction de ce que sont les obligations. Et l'entreprise, ce qu'elle doit faire, puis Desjardins, c'est pareil. L'entreprise doit mettre en place des politiques, doit gérer les accès, doit s'assurer que les personnes qui ne sont pas censées avoir accès à des renseignements n'ont pas ces accès, et après ça, d'appliquer ces politiques. Donc, si elle limite ses risques en adoptant des politiques, en les appliquant, en surveillant, en sanctionnant, elle va limiter le risque qu'effectivement, il y a des actions humaines qui soient posées. Mais on peut pas, il n'y a rien de parfait. C'est impossible d'empêcher un incident de confidentialité comme tel, en théorie. Mais on peut prendre toutes les mesures, tous les moyens pour essayer de limiter les risques. Je vais faire un peu de pouce sur un des éléments que Natacha mentionne, là, notamment là, au niveau de la gestion des accès. C'est de dire que finalement,
les employés devraient en fait avoir accès uniquement aux données dont ils ont besoin pour remplir leurs fonctions au sein de l'entreprise. Donc, une personne qui est au niveau des TI ne devrait pas avoir accès aux données RH de l'intégralité de l'entreprise. Une personne qui est au service à la clientèle, qui a accès à certaines données sur les clients, ne doit pas non plus avoir accès à l'intégralité des données clients s'ils n'en ont pas besoin pour remplir les fonctions dont qu'ils occupent dans l'entreprise. Après, c'est sûr que la loi, elle vient nous imposer certaines obligations. Des gens malveillants, il y en aura toujours partout dans les entreprises, autant des acteurs à l'interne qu'à l'externe. Et les lois viennent essayer de nous aident à gérer ces situations-là, mais elles ne sont pas parfaites. Et d'avoir des gens malveillants qui disparaissent du jour au lendemain, là, ça, malheureusement, c'est un peu de wishful thinking, là, à mon sens. Tu sais, la dernière section de ta question, tu nous as dit est-ce qu'on ne devrait pas plus investir dans la formation? Bien, la réponse est oui. Autant dans tout ce qui est la conformité loi 25 que dans la formation. Moi, je pense que les humains, à son sens large, ils sont clés au cœur de la cybersécurité. C'est utopique de penser qu'avec une loi comme ça, du jour au lendemain, ça n'arrivera plus. Ça va continuer de s'accélérer, mais je pense que c'est sur le moyen long terme, avec des changements de culture à l'interne de nos entreprises, que ce genre d'incidents-là vont pouvoir être limités autant que possible. Puis le plus beau parallèle que je peux te faire, je pense, c'est, j'en ai parlé brièvement tantôt, c'est les départements de qualité en entreprise. Tu sais, la qualité, là, ça a commencé des VP qualité, des départements de qualité, il y a peut-être 20-30 ans dans les business, quand on faisait des PVA, des productions à valeur ajoutée, puis le Lean Manufacturing, le Toyota Way. Puis de plus en plus, on a instauré dans nos entreprises des cultures d'amélioration continue. Puis ça perdure dans le temps. Puis la job de la qualité d'une entreprise, c'est pas la job du département de qualité, c'est la job de tout le monde. Puis c'est l'intégralité, puis c'est là qu'on a une culture forte au niveau qualité dans certaines entreprises, quand tout le monde en est conscient puis y participe. Il faut que ça devienne la même chose à l'ère du numérique d'aujourd'hui, que ça fasse partie de la job de tout le monde, d'être conscientisé, d'être formé, puis d'être soucieux de la gestion des données et de d'autres concepts du numérique. Fait que c'est un changement de culture dans l'entreprise, puis oui, ça passe par de la formation, des routines de gestion, des célébrations, des bons coups, name it, m'arrêter, on n'a pas beaucoup de temps, mais tu touches à une bonne partie de la réponse. Merci. Une autre question? Oui, merci. En fait, c'est par rapport à la loi 25, quel est le parallèle possible avec le GDPR en Europe? Et particulièrement, est-ce que l'anonymisation dans le cadre où c'est possible peut pas être une solution, puisque à ce moment-là, le vol des données est inconséquent par rapport aux plaintes, mais aussi, est-ce que le lien entre une pseudo-anonymisation est aussi dans la loi 25 est aussi dur que dans le GDPR, où en fait dans le GDPR, à partir du moment où le lien entre le nom et l'élément identifiant pseudo-anonyme existe sur Terre, sur Mars, sur Saturne ou planqué derrière un astéroïde, il est considéré. En 5 secondes. En 5 secondes. Okay, très bien. Grosse différence entre GDPR et la loi 25, c'est souvent juste le terme qui est employé. On a des concepts extrêmement similaires, mais on les appelle différemment. Donc la pseudonymisation qu'on va retrouver dans le GDPR, on ne le retrouve pas dans ce terme-là dans la loi 25, mais la loi 25 parle de dépersonnalisation et d'anonymisation. La dépersonnalisation va être la donnée, le renseignement personnel qui ne te permet plus d'identifier directement une personne, alors que l'anonymisation, c'est vraiment de dire tu ne peux plus identifier directement ou indirectement la personne, ni par reverse engineering quelconque en faisant du croisement de bases de données avec des bases de données qui pourraient être sur la planète qu'on désire. Aujourd'hui, d'anonymiser des données dans le sens de il n'y a absolument aucun moyen de réidentifier la personne derrière. Le gouvernement québécois est d'avis qu'on n'est pas tout à fait là en termes de technologie. On y arrivera peut-être, mais actuellement, ils ont dit on va venir vous préciser finalement qu'est-ce qu'on entend par les meilleures pratiques en termes d'anonymisation, puis nous disent en fait, il y a encore des devoirs à faire à ce niveau-là. Donc, GDPR, loi 25, extrêmement similaire sur beaucoup de concepts. Juste le mot finalement qu'on utilise qui change, là, mais on s'approche beaucoup plus de la dépersonnalisation que de l'anonymisation ici. Rapidement, la donnée, le renseignement, il doit être détruit lorsqu'il n'est plus nécessaire. Ça, c'est la règle de base de la loi 25. L'anonymisation dans la loi, elle est permise si on a des raisons, si on a des justifications à donner pour l'utiliser, mais comme le dit Élodie, malheureusement, les techniques d'anonymisation, pour le moment, pour le gouvernement québécois, ne sont pas suffisamment éprouvées.
Hein, il y a beaucoup de hackers de ce monde qui essaient de trouver des moyens de renverser des systèmes d'anonymisation qui ont été mis en place. Donc, actuellement, ce que le gouvernement nous dit, c'est tant qu'on n'aura pas de l'anonymisation parfaite, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez détruire. C'est ça la réalité actuelle. Puis je pense que c'est quand même une bonne pratique de détruire aussi, là. C'est le même principe qu'à la maison. Maintenant, on fait le ménage là, des choses. Ça fait partie du 5S aussi, encore une fois, je pense, dans la gestion des données. Merci. Merci. C'est vrai, il fallait conclure. Merci beaucoup. Vous pouvez laisser les micros sur les chaises. On remercie encore une fois Natacha, Élodie, Nicolas et Jean-Philippe. On les remercie. Merci. Entièrement d'accord. C'est sûr que les pratiques de purging de data, c'est toujours best case scenario. On essaie de faire du bon data hygiene. Si on n'a plus besoin des données, on s'en débarrasse. Merci, bonsoir. Alors, on passe à la pause dîner, déjeuner, lunch, whatever you want to call it. On se retrouve ici dans la scène principale d'environ 1 heure pour les segments territoire intelligent et connecté. Au plaisir de vous revoir et à tout de suite. Bon dîner, bon lunch, bon déjeuner. Bye bye. Salut.